Bonjour à tous, je vais reprendre la séquence 7 sur la proportionnalité. Donc, dans ce chapitre, on voyait plusieurs choses. On voyait d'abord, dans un premier point, comment reconnaître une situation de proportionnalité. Ensuite, on voyait les tableaux de proportionnalité, donc une façon d'organiser les données. Ensuite, on avait fait une activité là-dessus. Et ensuite, on avait vu la notion de ratio, donc ratio avec deux nombres et ratio avec trois nombres. Et ensuite, on avait refait une activité pour expliquer ça. Alors, je vais reprendre un peu tout. Donc, là, le premier exemple du cours qu'on avait vu, c'était de dire si j'achète un cahier à 2 euros, donc là, on n'a pas de réduction de prix. Plus j'achète plein de cahiers, ça sera toujours 2 euros l'unité. Donc là, il n'y a pas de réduction. Donc là, c'est ce qu'on appelle ça une situation de proportionnalité. Par exemple, si je veux calculer le prix de 20 cahiers, comme chacun des cahiers coûte 2 euros, je vais faire 20 fois 2, et donc 40 euros pour 20 cahiers. Là, justement, on en déduit. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une situation de proportionnalité? Donc, c'est une situation qui fait intervenir deux grandeurs qui sont du coup proportionnelles. Qu'est-ce que ça veut dire? On passe de l'une à l'autre en multipliant toujours par le même nombre. Donc ça, c'est important, toujours le même nombre. Et ce nombre est appelé coefficient de proportionnalité. Donc si je reprends l'exemple ici, là, j'ai un cahier à 2 euros l'unité. Et donc, ici, les deux grandeurs proportionnelles, c'est quoi? C'est le nombre de cahiers achetés et le prix total. Donc, là, les deux grandeurs sont proportionnelles parce que j'ai un lien entre le prix total et le nombre de cahiers achetés qui est de multiplier le nombre de cahiers achetés par le prix d'un cahier. Donc, si je veux le prix de 50 cahiers, eh ben, je ferai 50 fois 2. Si je veux le prix de 100 cahiers, je ferai 100 fois 2. Et vous voyez qu'à chaque fois, on fait fois 2. Donc le fois 2, c'est ça qu'on va dire que c'est le coefficient de proportionnalité. Alors, regardons d'autres situations. Là, je demandais dans cet exercice si les situations suivantes étaient des situations de proportionnalité ou pas. Donc, et aussi, si c'est proportionnel, est-ce qu'on a donc de donner le coefficient de proportionnalité. Donc là, je disais, un marchand vend 3,05 euros 1 kg de tomates, 6,10 € 2 kg de tomates et 9,15 € 3 kg de tomates. Donc là, regardons. Pour 1 kg de tomates, on a 3,05 €. La question, c'est est-ce que pour 2 kg de tomates, qui est 2 fois 1 kg de tomates, eh bien, est-ce que le prix a exactement doublé? Bah, la réponse est oui. 3,05 fois 2, ça fait bien 6,1. Et est-ce que pour 3 kg de tomates, est-ce que c'est bien 3 fois le prix d'un kilo de tomates? 3 fois 3,05, ça fait bien 9,15 euros. Donc là, j'ai une situation de proportionnalité. Si jamais le marchand il s'était dit, bon, si vous me prenez 3 kilos de tomates, je vous fais une réduction et je vous le fais à 9 euros, bah là, ça n'aurait pas été une situation de proportionnalité. Parce que s'il faisait 9 euros pour 3 kilos de tomates, ça correspondrait à un prix unitaire de 3 euros par kilo, ce qui n'est pas le cas ici. Donc ça, on va justement revoir ça après dans les tableaux de proportionnalité. Mais ici, on a bien une situation de proportionnalité, puisqu'on passe du nombre de kilos de tomates achetés au prix en multipliant toujours par le même coefficient qui est le prix à l'unité ici, qui vaut 3,05 euros. Deuxième exemple, un cinéma vaut ses billets d'entrée à 9 euros l'unité, mais si on achète un paquet de 15 billets d'un coup, on paye 115. Donc là, regardons si c'est proportionnel ou pas. On regarde si le nombre de billets d'entrée achetés est proportionnel au prix total. Eh bien, regardons. Là, imaginons que ce soit proportionnel. Donc, pour 9 euros l'unité, ça veut dire pour 15 billets, je devrais faire 9 fois 15. Mais sauf que 9 fois 15, donc 9 fois 5, 45, plus 9 fois 10, donc 45 plus 90, donc ça nous fait 9 fois 15 est égal à 135. Donc si jamais le prix était proportionnel au nombre de billets achetés, on aurait dû payer 135 euros avec ce prix unitaire. Sauf que là, on paye 115 euros. Donc, c'est pas une situation de proportionnalité. Là, il y a eu une réduction. D'accord? Etc., etc. Donc, les autres exemples,
On pèse des poids en métal qui font tous exactement la même masse de 500 grammes, bah oui. Je pèse une masse, ça fait 500 grammes, deux masses, 1 kilo, trois masses, 1500 grammes, etc., etc. C'est toujours le même coefficient multiplicateur. On étudie l'aire d'un carré en fonction de la longueur d'un côté. Là, c'est pas une situation de proportionnalité, parce que l'aire d'un carré, c'est côté fois côté. Donc là, justement, je vais commencer à faire des tableaux de proportionnalité. Donc imaginons, là, je refais un tableau de proportionnalité. Alors justement, la question, c'est de savoir si c'est un tableau de proportionnalité ou pas. Donc si j'étudie, ici, là, en première ligne, je vais mettre la longueur du côté du carré que j'appelle petit c. Et là, le périmètre du carré, l'aire du carré, je vais la noter grand A. Donc, si j'ai un côté petit c qui fait 1, l'aire du carré, l'aire d'un carré, c'est côté fois côté, ce qu'on appelle le côté au carré. Donc, 1 fois 1, ça fait 1. Si je mets un côté égal à 2, l'aire du carré, c'est 2 fois 2, ça fait 4. Pour passer de 1 à 1, le coefficient, pour passer de la première ligne à la deuxième ligne, c'est 1. Alors que là, pour aller de 2 à 4, c'est 2. Donc, j'ai pas le même coefficient multiplicateur. Donc là, ici, ce tableau-là n'est pas un tableau de proportionnalité. Autrement dit, l'aire d'un carré n'est pas proportionnel à la longueur du côté. Le périmètre d'un cercle en fonction de son rayon, la formule, donc là, je vais faire un autre dessin, un autre tableau. Donc ça, je vais effacer. Cette fois-ci, quand on étudie le périmètre d'un cercle. Donc, ici, c'est en fonction de son rayon grand R. Le périmètre d'un cercle, la formule, c'est 2π fois le rayon. Donc, ici, pi, c'est un nombre qui vaut à peu près 3,14. Donc, ici, là, quand j'ai un rayon égal à 1, ici, le périmètre, c'est 2π fois le rayon. Donc ici, je fais 2π fois 1. Ça fait 2π, 2 fois pi. Si j'ai un rayon égal à 2, donc le périmètre, c'est 2π fois 2. Donc 2 fois pi fois 2, donc 4π. Si je prends un rayon égal à 3, périmètre, c'est 2π fois 3, ça fait 6 fois pi. D'accord? Et donc, pour passer de la première ligne à la deuxième ligne, je fais fois 2π. D'accord? Parce que le périmètre, c'est 2 fois pi fois le rayon du cercle. D'accord? Donc, voilà la formule du périmètre d'un cercle de rayon R. Donc, du coup, pour passer de la première ligne à la deuxième ligne, je multiplie toujours par le même nombre. Et ce nombre-là, là, le 2π, c'est le coefficient de proportionnalité. Alors, reprenons ensuite. Justement, les tableaux de proportionnalité, c'est dans le cas d'une situation de proportionnalité. Je mets une première grandeur. Donc là, ici, dans mon exemple, la première grandeur, c'est le rayon du cercle. La deuxième grandeur, c'est le périmètre du cercle. Et là, j'ai bien un tableau de proportionnalité parce que pour passer de la première ligne, donc des valeurs des rayons, à la deuxième ligne des valeurs des périmètres, je multiplie tout le temps par la même chose, par le même nombre. Et ce nombre, c'est le coefficient de proportionnalité. Donc là, reprenons. Lorsqu'on a donc deux grandeurs proportionnelles, un tel tableau s'appelle tableau de proportionnalité. Le coefficient de proportionnalité, le nombre par lequel on multiplie pour passer de la première ligne à la deuxième ligne. Et donc après, si jamais les deux grandeurs ne sont pas proportionnelles, on peut aussi faire un tableau avec les valeurs des grandeurs, mais ce ne sera pas un tableau de proportionnalité. Là, c'était par exemple le tableau que j'ai fait avec le côté du carré et l'aire du carré. Là, c'était pas un tableau de proportionnalité. L'activité, je la reprends rapidement. Donc ici, je parlais de Picsou, un canard milliardaire, et le but c'était de voir les situations de proportionnalité avec des tableaux. Donc ici, là, il rangeait son argent dans des sacs. On avait 70 pièces par sac. Donc avec deux sacs, la quantité de pièces d'or, c'était 2 fois 70, c'est 140.
avec 3 sacs, comme chaque sac contient 70, je fais 3 fois 70, ça fait 210. Pareil, 5 sacs, 5 fois 70, 350, etc., etc. Et là, j'ai bien un tableau de proportionnalité, parce que là, je vais mettre en première ligne le nombre de sacs et en deuxième ligne la quantité de pièces d'or. Donc, si je refais le dessin, donc là, j'efface tout. Si je refais le dessin, là, je disais, si j'ai en première ligne le nombre de sacs et en deuxième ligne le nombre de pièces d'or. Donc, le nombre de pièces d'or pour un sac, comme il y a 70 pièces par sac, je vais avoir 70 pièces. Pour deux sacs, je vais avoir 140 pièces, parce que je fais 2 fois 70, etc. Et donc là, avec les exemples de l'énoncé, il y avait 2, il y avait 3, il y avait 5, et il y avait 8 sacs. Donc là, il fallait les remplir une par une. Si je fais par exemple avec 5, et ben dans le tableau, je vais mettre donc ici 5 pour 5 sacs. Combien j'ai de pièces? 5 fois 70, 7 fois 5, 35, avec donc 350. Et là, pour passer de la première ligne à la deuxième, je multiplie par tout le temps le même nombre, fois 70. Et là, le 70, c'est le nombre de pièces qu'il y a dans un sac. Et ça correspond à mon coefficient de proportionnalité pour passer du nombre de sacs au nombre de pièces d'or. Ensuite, donc là, pour la question 3, c'était pareil. Donc le coefficient de proportionnalité 70, donc déduisant la quantité de pièces d'or dans 572 sacs, donc ben, on faisait 572 fois 70 du coup, parce qu'il y a 70 pièces d'or par sac. Ensuite, je disais quoi? Je disais donc que Picsou, il habite donc à Donaldville, il range sa fortune dans un gros coffre-fort qui est là. Je disais que là, vous avez donc ici la profondeur du coffre qui est marquée 90 FT. FT, c'est un symbole d'unité qui veut dire feet en anglais, d'accord? Feet au pluriel, d'accord? Et je vous donnais qu'est-ce que ça fait qu'un pied? 90 pieds. Donc un pied, j'ai dit, ça faisait 30,48 cm. Et là, je vous demandais de compléter ce tableau. Donc là, il suffit de convertir en centimètres les mètres. Donc là, dans un mètre, il y a 100 cm, donc 30,48 cm. Pour l'avoir en mètres, je vais diviser par 100. Donc là, ça va me faire 0,3048. Et après, maintenant que je sais à combien de mètres correspond un pied, ben, il me suffit de multiplier à chaque fois par ça. 5 pieds, c'est 5 fois 0,300, enfin 5 fois 0,3048 en mètres. On fait l'application à un numérique, donc on fait le calcul à chaque fois. 15 fois 0,3048, on fait le calcul. Et donc après, pour 90, on trouvait donc la profondeur du coffre approximative en mètres. Et après, pour la question 5, maintenant que je sais à combien de dollars correspond un mètre, donc là, je crois que c'était 27 mètres de mémoire. Donc si c'était à peu près 27 mètres, pour avoir la fortune approximative de Picsou, si un mètre de profondeur correspond à 1,6 milliard de dollars, je fais fois 27 pour avoir donc la totalité. Et voilà. Et donc voilà comment on pouvait illustrer des situations de proportionnalité. Ensuite, au niveau des ratios. Alors les ratios, ce qu'il faut comprendre, c'est juste une histoire de proportion. Donc là, ici, ce qu'il faut bien comprendre. Au début, on a une première définition des ratios. On a deux grandeurs. Les grandeurs, je vais les appeler G1 comme grandeur 1 et G2 comme grandeur 2. Là, je dis qu'ils sont dans le ratio A pour B si on a cette égalité-là. La quantité qui correspond à la grandeur G1 divisée par A est égale à la grandeur G2 divisée par B. D'accord? Et ça veut dire ça que pour A part de G1, j'ai B part de G2. Avec l'exemple. Là, je vous disais, on fait une recette de gâteau au chocolat. 200 g de chocolat, 50 g de farine. Donc, je disais,
que là, donc vous avez G1, j'appelle G1 la quantité de chocolat, G2 la quantité de farine. Et là, je donnais ces valeurs-là. 200 grammes de chocolat, 50 grammes de farine. Bah là, ce qu'il faut bien comprendre, pour faire votre gâteau, vous mettez 4 fois plus de chocolat que de farine. D'accord? Donc ça veut dire que pour 4 parts de chocolat, j'ai une part de farine. Ça veut dire que le ratio chocolat-farine, il vaut 4 pour 1. Parce que pour 4 parts de chocolat, j'ai une part de farine. Et si je vérifie avec la définition, 200 divisé par 4, c'est bien 50 divisé par 1. Donc je suis bien dans le ratio 4 pour 1. Petit a égale 4, petit b égale 1. Voilà ce que ça veut dire. Le ratio dans l'ordre inverse, ça veut dire que cette fois-ci, je considère que la première grandeur, c'est la farine, la deuxième grandeur, c'est le chocolat. Ben, cette fois-ci, je vais dire que la farine, il y en a 4 fois moins que le chocolat. Donc ça veut dire que pour une part de farine, j'ai 4 parts de chocolat. Donc là, le ratio, il est inversé. Ça sera 1 pour 4. Ensuite, si je vous disais avec d'autres quantités, 250 grammes de chocolat pour 150 grammes de beurre. Là, on peut regarder un multiple commun, enfin un diviseur commun, pardon, de 250 et 150. Un diviseur commun de ça, c'est 50. Donc là, si vous voulez, si je raisonne avec des paquets de 50 grammes, 250 grammes de chocolat, ça correspond à 5 paquets de 50 grammes. Et pour 5 paquets de 50 grammes de chocolat, combien j'ai de paquets de 50 grammes de beurre? J'en ai 3. Autrement dit, pour 5 parts de chocolat, j'ai 3 parts de beurre. Et donc, le ratio chocolat-beurre sera égal à 5 pour 3. Ensuite, deux grandeurs G1 et G2 sont dans le ratio A pour B si on a cette égalité-là. G1 sur G2 égale A sur B. Alors là, si vous voulez, c'est une propriété qui est équivalente à la définition. Là, on a la définition qui n'est pas forcément très pratique à utiliser. Et là, on a une caractérisation, une propriété qui nous permet de trouver plus facilement les ratios. Donc si je reprends les exemples. Là, on avait dit par exemple pour celui-là, là, 250-150, qu'on était dans le ratio 5 pour 3. Bah, si à la place, j'utilise cette propriété avec G1 égale 250, G2 égale 150, bah, il me suffit de faire le calcul et de simplifier la fraction. Donc je vais simplifier la fraction 250 divisé par 150. Donc si je tape comme ça la fraction, je peux chercher, déjà je peux simplifier par 10. Donc ça va me faire 25 sur 15. Maintenant, je peux simplifier par 5. Donc 25 divisé par 5, ça fait 5. 15 divisé par 5, ça fait 3. Je trouve 5 tiers. 250 divisé par 150, ça fait 5 tiers. Donc d'après cette caractérisation, je retrouve que j'ai un ratio de 5 pour 3. D'accord? Ensuite, donc là, on peut réutiliser cette même propriété. 420 grammes de chocolat, 260 grammes de beurre, je veux le ratio chocolat-beurre, je fais les fractions. 420 sur 260, je simplifie la fraction. 360 sur 150, je simplifie la fraction et j'en déduis le ratio qui est simplifié. D'accord? Là, je pourrais très bien dire, si je simplifiais pas la fraction, que pour 420 parts de chocolat, j'ai 260 parts de beurre. Donc je pourrais très bien dire que là, dans le premier, on est dans le ratio 420 pour 260. Sauf que c'est pas simplifié. Là, si je veux simplifier les ratios, donc 420 pour, on a dit 260, je peux simplifier ce ratio. Un ratio, ça peut être simplifié en divisant par un nombre non nul, qui est toujours le même pour les deux, ou alors en multipliant par le même nombre. Là, je simplifie par 10. Le ratio 420 sur 200 pour 260, c'est 42 pour 26, en simplifiant par 10. Si je simplifie encore par 2, ça me fait 21 pour 13. Est-ce que je peux encore simplifier? Non. 21, c'est 3 fois 7. 13, c'est pas divisible par 3. Là, on n'a plus de diviseur commun autre que 1 dans les diviseurs positifs. Donc,
Là, on a simplifié le ratio au maximum. Là, on a un ratio de 21 pour 13. C'est le ratio simplifié. Alors ensuite, là maintenant, une fois qu'on a vu ça, on peut généraliser les ratios avec trois grandeurs. Donc, cette fois-ci, je considère trois quantités, G1, G2 et G3. Et cette fois-ci, je vais parler de ratio A pour B pour C. Alors, si vous voulez, c'est une généralisation de la définition qui est là, sauf que là, on a en plus avec du G3. G1 divisé par A, c'est G2 divisé par B, c'est G3 divisé par C. Ça veut dire qu'on est dans le ratio A pour B pour C. Donc, par exemple, si je dis que je suis dans le ratio, donc, je sais pas, 1 pour 2 pour 3, ça voudra dire que G1 divisé par 1 sera égal à G2 divisé par 2 sera égal à G3 divisé par 3. Donc, maintenant, ça veut dire que pour petit a part de G1, j'ai petit b part de G2, j'ai petit c part de G3, part de G3. Alors maintenant, faisons un exemple. On avait vu un exemple avec des champignons où on fait une cueillette. Là, on avait trois champignons différents. On avait des cèpes, des chanterelles ou girolles et des lactaires. Là, je vous ai dit, première question, donc on ramasse 40 champignons, dont 20 cèpes de Bordeaux, 15 chanterelles et le reste en lactaire délicieux. La première chose à faire, c'était de trouver ce qui nous manquait pour compléter la cueillette. 20 cèpes, 15 chanterelles, ça fait 35 champignons. Pour compléter, il me faut 5 lactaires. Donc là, si vous réfléchissez, quand je dis déterminer le ratio cèpe-girolles-lactaire, là, on demande pour tant de cèpes, j'ai combien de girolles, j'ai combien de lactaires. Là, pour 20 cèpes, j'ai 15 girolles, chanterelles, girolles, c'est pareil, et 5 lactaires. Donc, je peux dire que là, si j'efface ça, donc le ratio, alors, équation, donc le ratio des différents champignons. Elle dit pour 20 cèpes, j'avais 15 girolles et 5, alors c'était quoi? C'était 5 lactaires. Maintenant, ce ratio, je peux le simplifier. Là, un ratio, je peux le simplifier en divisant tous les nombres par le même nombre. Donc là, 20, 15 et 5, c'est tous des multiples de 5. Donc je vais simplifier le ratio en divisant 20, 15 et 5 par 5. 20 divisé par 5, ça fait 4. 15 divisé par 5, ça fait 3. Et 5 divisé par 5, ça fait 1. Autrement dit, pour 20 cèpes, j'ai 15 girolles et j'ai 5 lactaires. C'est la même chose de dire que pour 4 cèpes, j'ai 3 chanterelles et un lactaire. D'accord? Donc le ratio simplifié cèpes, girolles, lactaire, c'est 4 pour 3 pour 1. Ensuite, deuxième question, je vous demandais, si on recommence la récolte et que l'on cueille à présent 21 girolles, combien de cèpes et de lactaires cueille-t-on pour conserver le ratio de la première récolte? Et ensuite, combien de champignons au total obtient-on dans cette deuxième récolte? Alors pour faire ça, là, cette fois-ci, on vous dit on veut conserver finalement la même proportion dans la cueillette entre cèpes, girolles et lactaires. Donc là, en fait, il suffit de reprendre le ratio précédent. Ici, alors les girolles, ça concerne le nombre du milieu, le deuxième nombre du ratio. Donc là, c'est à lui que je vais m'intéresser. Ici, pour passer de 3 à 21, je vais multiplier par 7, puisque 3 fois 7, ça fait 21. Et maintenant, pour conserver le même ratio, je vais multiplier aussi 4 par 7 et aussi 1 par 7. Donc 4 fois 7, ça fait 28. 3 fois 7, ça fait 21. Et 1 fois 7, ça fait 7. Autrement dit, pour 28, pour 28 cèpes de Bordeaux, j'ai 21 girolles et j'ai 7 lactaires. Donc, ça veut dire que là, eh ben, on a répondu à la question. J'ai conservé le même ratio que la première récolte, et donc maintenant, je sais que je vais devoir cueillir 28 cèpes et 7 lactaires. Et donc maintenant, bah, pour avoir le total de champignons, j'additionne les trois.
28 plus 21 plus 7, ça nous fait, alors 28 plus 21, 49. 49 plus 7, 56. Donc 56 champignons au total. Troisième question. Imaginons que l'on veuille maintenant faire une troisième récolte où l'on cueille 120 champignons au total en conservant toujours ce même ratio. Bah regardons. La toute première récolte, on avait 20, 15 et 5. Ça nous faisait 40 champignons au total. Maintenant, bah, je veux en obtenir 120 au total. Ça veut dire que je veux faire une récolte 3 fois plus grosse que la première récolte. Donc, je vais tout multiplier par 3. Donc, si je reprends, ça je peux effacer, si je reprends la toute première récolte et que je multiplie tout par 3, donc ça me fait 60, 15 fois 3, 45, et 5 fois 3, 15. Donc là, je regarde bien, 60 plus 45, ça fait 105, 105 et 15, ça fait bien 120 champignons. Et là, maintenant, je suis toujours dans le même ratio, donc toujours dans le ratio 20 pour 15 pour 5, qui est aussi 4 pour 3 pour 1. Et là, bah, du coup, je connais la composition de ma récolte. 60 cèpes de Bordeaux, 45 girolles et 15 lactaires délicieux. Et donc là, bah, du coup, on a fini l'exercice. Donc je m'arrête ici pour le cours.